Humilié par ses employés à cause de sa couleur, cet homme se venge de la manière la moins probable. Jean Leroy, un homme noir d'une quarantaine d'années, est le propriétaire d'un hôtel de luxe renommé situé dans le centre-ville d'une capitale animée et cosmopolite. Cet hôtel, un chef-d'œuvre architectural alliant le charme classique de l'ancien au confort moderne, incarne le summum de l'élégance. Les colonnes majestueuses, les tapis persans tissés à la main et les lustres en cristal attirent les personnalités les plus influentes du monde des affaires, des politiciens puissants et des célébrités internationales. Les suites somptueuses offrent une vue imprenable sur la ville, et chaque recoin de l'hôtel respire la sophistication. Pourtant, malgré cette réussite éclatante, Jean est toujours traité avec une froideur teintée de dédain par ceux qui ignorent son identité véritable. Jean n'est pas seulement un propriétaire parmi tant d'autres. Il est un homme d'affaires accompli, un entrepreneur visionnaire, et un exemple de persévérance. Il a sacrifié une grande partie de sa jeunesse, mettant de côté ses rêves personnels pour se consacrer à l'acquisition de connaissances dans le domaine de l'hôtellerie, négociant avec brio des contrats difficiles et tissant des liens solides avec des partenaires d'affaires. Il a vu les portes se fermer à lui plus d'une fois, mais grâce à son esprit indomptable et sa détermination sans faille, il a pu faire fructifier ses investissements et acquérir cet hôtel de prestige. Cet hôtel n'est pas seulement un business pour Jean, il est le fruit d'années de labeur, de sacrifices et de rêves réalisés. Pourtant, malgré sa position de propriétaire, il reste invisible pour beaucoup de ceux qui croisent son chemin. À l'hôtel, Jean est à la fois omniprésent et invisible. Il supervise chaque détail, veille au bon déroulement des affaires, et s'assure que chaque client, chaque événement, chaque réservation se déroule sans accroc. Mais dans les coulisses, Jean fait face à un mur invisible, mais bien réel, celui de l'incompréhension, de la méfiance et du racisme tacite. Ses employés, issus souvent de milieux privilégiés, ont grandi dans un monde où l'image du patron est toujours blanche, aristocratique, européenne. À leurs yeux, il est un gestionnaire parmi d'autres, un simple homme noir qui n'est que le gérant d'un empire qu'il ne mérite pas vraiment de posséder. Les regards échangés dans les coulisses sont souvent empreints de condescendance, de jugements silencieux qui, bien que subtils, sont devenus sa réalité quotidienne. Le personnel, dont certains sont des figures de pouvoir à l'hôtel, lui accorde rarement le respect qu'il mérite. Isabelle Montargis, la directrice de salle arrogante et hautaine, est un exemple parfait de ce dédain silencieux. Avec son sourire impeccable et sa manière de se mouvoir avec autorité dans les salons opulents de l'hôtel, elle incarne l'élite privilégiée qui se croit au sommet de la hiérarchie. Elle n'a jamais caché son mépris pour Jean, qu'elle considère comme un simple exécutant, bien loin du propriétaire visionnaire qu'il est. Ses regards indifférents et son attitude froide laissent souvent Jean avec la sensation de n'être qu'un intrus dans un lieu qu'il a pourtant construit de ses mains. Cette tension, qui se cache sous la surface, atteindra son paroxysme lors d'un événement important. Ce soir-là, l'hôtel se prépare à accueillir un gala de charité pour des investisseurs étrangers de haut niveau. L'événement est crucial pour l'image de l'hôtel et pour l'avenir de l'entreprise. Jean se rend dans la salle principale, afin de s'assurer que tout est en ordre. Les lumières sont tamisées, des fleurs exotiques décorent les tables, et un orchestre joue des airs suaves. L'atmosphère est à la fois festive et formelle. Jean marche dans les allées avec une certaine fierté, observant les derniers préparatifs, surveillant les moindres détails. Lorsqu'il pénètre dans la pièce, il remarque Isabelle Montargis en train de superviser les serveurs, avec une énergie presque excessive, exigeant la perfection. Elle est entourée de quelques membres du personnel, et tous sont absorbés dans l'effervescence du moment. Mais, dès que Jean entre dans la salle, Isabelle, bien qu'elle le reconnaisse immédiatement, ne lui adresse même pas un sourire. Elle lui parle sèchement, comme si sa simple présence était une gêne. « Vous pouvez attendre à l'extérieur. » Les choses sérieuses commencent maintenant, lui lance-t-elle d'un ton glacial, sans même lui accorder un regard respectueux. Jean reste figé pendant quelques secondes, surpris par l'ampleur du mépris contenu dans ses mots. Un frisson d'incompréhension le traverse, mais il prend une profonde inspiration et se force à garder son calme. Il sait que l'humiliation qu'il ressent à cet instant est une forme de racisme, non pas visible et direct, mais insidieux, subtil, qui s'infiltre dans les échanges quotidiens et transforme la reconnaissance en invisibilité. Mais ce soir, quelque chose change en lui. Il ne veut pas céder à la colère. Ce n'est pas la première fois que l'on tente de le rabaisser, mais il sent que cette fois-ci, ce n'est pas simplement une épreuve ordinaire. La tension qui monte en lui est différente, plus vive. Isabelle ne fait pas que l'humilier. Elle le pousse dans un coin, comme si son existence même dans ce lieu était une erreur. Jean,
profondément blessé par cette interaction, ressent une colère sourde se frayer un chemin à travers sa tranquillité apparente. Mais, dans sa sagesse acquise au fil des années, il sait que la vengeance par la colère ne serait qu'un piège qui ne ferait que renforcer les stéréotypes auxquels il est confronté. Ce n'est pas par la brutalité qu'il obtiendra justice. Ce soir-là, il se promet de répondre à cette humiliation de la manière la plus subtile, la plus dévastatrice, mais aussi la plus stratégique. Il sait que son pouvoir réside dans la maîtrise totale de ses émotions et dans l'élégance de sa revanche. L'humiliation qu'il vient de subir est une fenêtre qu'il peut utiliser pour changer les règles du jeu. Au lieu de s'emporter, il se retire lentement de la salle, en prenant soin de faire un dernier tour d'horizon, comme un spectateur attentif. Ses gestes sont lents, mesurés, mais chacun d'eux est empreint de dignité. Plutôt que de se battre pour obtenir une reconnaissance immédiate, il décide de se servir de cette soirée pour démontrer à tous ceux qui doutent de sa place qu'il détient la véritable clé du pouvoir, même s'il ne l'a jamais revendiqué bruyamment. Ce soir-là, il ne sera pas un spectateur. Il sera l'architecte de sa propre destinée. En laissant Isabelle croire qu'elle a gagné ce petit affrontement, Jean se prépare à une révélation qui pourrait secouer les fondements même de l'hôtel et de son personnel. La soirée de gala va continuer, mais il est sur le point de jouer sa dernière carte, celle qui redéfinira sa place dans cet empire qu'il a créé. Il sait que parfois, il ne suffit pas de crier pour se faire entendre, mais d'agir avec une force silencieuse, une force qui, une fois déployée, ne pourra plus être ignorée. Jean Leroy n'a jamais été un homme d'action impulsive. Son succès, son ascension, ont toujours été le fruit d'une réflexion profonde, d'une anticipation minutieuse. Son esprit aiguisé, capable de voir au-delà des apparences, savait toujours qu'un homme comme lui devait avancer avec subtilité dans un monde qui n'était pas conçu pour des gens comme lui. Le dédain auquel il faisait face au quotidien ne l'atteignait jamais directement. Il n'était pas du genre à répondre à l'humiliation par la colère, ni à se laisser emporter par des réactions immédiates. Pour lui, la véritable puissance résidait dans l'art de rendre invisibles ceux qui le dépréciaient. Dans le silence de ses bureaux somptueux, Jean méditait. Il savait que, pour ceux qui doutaient de lui, il n'y avait qu'une seule façon de leur imposer une vérité inébranlable, leur montrer qu'ils avaient sous-estimé son pouvoir et leur rendre un miroir froid et implacable de leur propre faiblesse. Plutôt que de les acculer dans une confrontation brutale, il choisit d'organiser son coup de maître dans l'ombre, là où personne ne pourrait anticiper l'impact de sa décision. Il commença par élaborer un plan d'une finesse rare. Jean savait que l'opération ne serait efficace que si elle était menée dans le plus grand secret, loin des regards curieux. L'événement qu'il prépara n'avait rien de banal. C'était une réunion importante, mais avec une touche particulière, une conférence privée. Il invita un cercle restreint de figures influentes dans l'industrie hôtelière, des journalistes réputés pour leur intégrité, des critiques gastronomiques bien connus, et même quelques célébrités respectant sa discrétion et son professionnalisme. Mais au cœur de cette rencontre se trouvait un détail crucial, un notaire, des avocats et une série de documents légaux qui allaient redéfinir à jamais l'équilibre de pouvoir dans l'hôtel. Le jour de l'événement, l'excitation dans les couloirs était palpable. Les employés, certains impatients d'en savoir plus sur la direction future de l'hôtel, d'autres anxieux d'une potentielle annonce de réorganisation, étaient tous conviés à cette réunion. Isabelle Montargis, toujours si sûre d'elle, arriva tôt, sans se douter une seconde que cette soirée allait être le point de bascule de sa carrière. Dans la grande salle, l'atmosphère était pesante, comme si quelque chose de grand se préparait, bien plus que le simple déroulement d'une réunion interne. Jean monta sur scène avec une aisance tranquille, observant attentivement les visages tendus de ses employés. Aucun geste superflu, aucun mot inutile. Il se tenait là, tel un maître de cérémonie, prêt à révéler la vérité qui, sans nul doute, allait secouer leur certitude. Il prit la parole d'une voix calme, mais assurée. « Ce soir, je ne suis pas ici pour vanter le succès de notre hôtel, mais pour vous parler de la dignité qui doit régner en toute entreprise, » commença-t-il. Il évoqua les sacrifices qu'il avait dû faire pour arriver à la tête de cet hôtel, les années de travail acharné dans l'ombre des grandes institutions, loin des feux de la rampe. Il parla aussi de la douleur d'être jugé à sa couleur, à son apparence, plutôt qu'à son intelligence et à ses compétences. La salle était suspendue à ces mots, mais ce n'était encore que l'introduction. Jean marqua une pause, laissant l'attention se concentrer sur lui, avant de lâcher le mot-clé. « Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret. Un secret que j'ai gardé depuis trop longtemps. » L'effet de ces paroles se fit immédiatement sentir dans la salle. Les murmures s'élevèrent, mais Jean continua. « Je suis l'unique propriétaire de cet hôtel.
Il m'appartient entièrement. À cet instant, une vidéo commença à défiler sur l'écran géant derrière lui. Des documents légaux, des transactions immobilières, des contrats signés de sa main, des preuves indiscutables de son pouvoir et de son contrôle sur l'ensemble de l'établissement. Le silence était total. La stupeur dans les yeux des employés, notamment Isabelle Montargis, était palpable. L'humiliation qu'ils ressentaient était telle qu'il semblait presque que le sol allait s'ouvrir sous leurs pieds. Isabelle, la directrice de salle qui n'avait pas daigné lui accorder un regard respectueux quelques heures plus tôt, avait maintenant les yeux rivés sur lui, complètement désemparée. Jean, impassible, leur expliqua calmement que tout ce qu'ils avaient pris pour acquis, leur position de pouvoir et leurs prérogatives, ne valait rien face à la réalité de sa propriété. « J'ai observé vos comportements, vos gestes empreints de mépris. Cette soirée ne marque pas juste un tournant pour cet hôtel, mais un changement de direction. Désormais, vos fonctions, vos titres, ne seront plus que des souvenirs. » Il annonça qu'il mettait en place une nouvelle gestion, avec une équipe plus inclusive, plus respectueuse, et qui partagerait les valeurs qu'il prônait, dignité, humilité et respect de l'autre. Les employés, Isabelle en tête, comprirent immédiatement que leur statut de privilège venait de s'effondrer. La soirée se transforma en une conférence de leadership, un moment où Jean dévoilait ses principes. La grandeur ne vient pas de la naissance ou du statut, mais de l'intégrité et du respect des autres. Il conclut en regardant Isabelle droit dans les yeux. « Aujourd'hui, vous êtes tous invités à réfléchir à ce que signifie véritablement diriger un établissement de cette envergure. Et si vous avez bien écouté, vous comprendrez que la véritable puissance ne réside pas dans un poste, mais dans la capacité à faire ce qui est juste. » À la fin de la soirée, une vague d'applaudissements retentit dans la grande salle, saluant non seulement la réussite de l'événement mais surtout la dignité tranquille de Jean Leroy. Ses invités, venus de tous horizons, étaient témoins d'un acte de puissance d'une envergure qu'ils n'avaient pas anticipée. Ils ne félicitaient pas seulement un homme d'affaires brillant, mais un homme qui avait maîtrisé l'art de la revanche sans jamais se laisser emporter par les émotions. Jean était celui qui avait choisi de ne pas répondre à l'arrogance par l'arrogance, ni à l'humiliation par l'humiliation. Au lieu de cela, il avait choisi de répondre par la vérité, par la puissance de la réalité, et c'est ce qui le rendait encore plus impressionnant à leurs yeux. Isabelle et les autres employés, jusque-là installés confortablement dans leur position de pouvoir, se retrouvaient désormais sous les feux des projecteurs, non pas en tant qu'individus respectés, mais comme les acteurs d'une leçon de vie qu'ils ne pouvaient ignorer. Ils n'étaient plus ceux qui avaient dominé par le mépris et la condescendance, mais des témoins d'un moment où leur propre arrogance et leur petitesse avaient été exposées avec une clarté déconcertante. Leur certitude d'avoir toujours raison s'était effondrée comme un château de cartes sous la pression d'une vérité simple. Leur comportement, leur manière de voir les choses, étaient déconnectés de la réalité et ne tenaient pas devant le miroir impitoyable que Jean venait de leur tendre. La surprise et la confusion étaient écrites sur leurs visages. Ils s'attendaient à un affrontement brutal, une confrontation bruyante, mais ce qu'ils avaient vécu n'était rien de tout cela. Jean n'avait pas agi avec colère, ni cherché à les faire souffrir par un acte de violence ou d'humiliation gratuite. Au contraire, il les avait laissés se retrouver face à leur propre reflet, une vérité si évidente qu'elle ne pouvait être ignorée. L'humiliation ne venait pas de son acte, mais de la prise de conscience, douloureuse et solitaire, de leur propre insignifiance à côté de l'homme qu'ils avaient sous-estimé. Jean avait agi en stratège, non pas en tyran. Il avait montré que l'humilité, la dignité, la maîtrise de soi étaient des armes infiniment plus puissantes que toutes les gesticulations de ceux qui croyaient que la domination venait de l'exhibition de force. Les semaines qui suivirent furent marquées par des changements profonds dans l'hôtel. L'atmosphère qui régnait dans les couloirs et les salles de réunion n'était plus la même. Ceux qui étaient trop arrogants, ceux qui se sentaient supérieurs à tout, se retirèrent peu à peu, incapables de supporter la nouvelle culture qui s'installait. L'inclusivité, l'égalité de traitement, le respect de chaque individu, quel que soit son rôle ou son statut, étaient désormais les valeurs cardinales de l'établissement. Plusieurs employés qui avaient joué un rôle important dans l'humiliation de Jean décidèrent de quitter l'hôtel de leur propre chef. Ils comprenaient qu'ils n'avaient pas de place dans ce nouveau modèle de leadership. Mais pour ceux qui étaient prêts à évoluer, à accepter que le respect et la dignité soient au cœur de toute gestion, l'hôtel devint un lieu de transformation et d'opportunité. Jean, quant à lui, ne chercha aucune reconnaissance. Il ne voulait pas de louanges ni de remerciements. Son objectif n'était pas de se faire applaudir, mais de rétablir un équilibre qu'il estimait juste. Sa vengeance, bien que subtile et presque imperceptible, avait un impact irréversible. Ceux qui l'avaient humilié, ceux qui l'avaient regardé de haut, prenaient désormais conscience, dans leurs moments de solitude,
de l'ampleur de leur erreur. Dans les recoins de leurs pensées, dans le silence de leurs introspections, ils comprenaient que la véritable grandeur n'était pas dans les jeux de pouvoir ou les gestes bruyants, mais dans la capacité à rester calme, maître de soi, tout en imposant une réalité qui ne pouvait être contestée. Jean n'avait pas besoin de leur reconnaissance, car il savait que sa victoire résidait dans cette transformation invisible mais puissante. Il avait reconquis son respect et son pouvoir de la manière la plus noble qui soit, en restant fidèle à lui-même, en agissant avec dignité, et en prouvant que la véritable autorité ne vient pas de la violence, mais de la capacité à être ferme et juste. Dans les jours qui suivirent, il observa, sans ostentation, les progrès de son hôtel, voyant qu'il n'était plus simplement un établissement de luxe, mais un modèle de ce que la gestion éthique pouvait accomplir. Il avait non seulement redéfini l'établissement, mais aussi l'image qu'il donnait au monde, celle d'un homme qui, même dans un environnement où la superficialité et le jugement rapide dominent, choisit de rester un phare de dignité et de respect.